Notre premier grand entretien, ce retour sur l'actu, nous nous demandons si l'Union européenne est un coup d'État permanent. Pour en parler, nous recevons Nicolas Bay, député français Identité Liberté au Parlement européen, membre du groupe CRE, les conservateurs et réformistes européens. Bonjour Nicolas Bay. Bonjour. Merci à vous d'être des nôtres aujourd'hui au micro du RC Mag. J'aimerais vous entretenir pour vous demander si de pacte en pacte, Ursula von der Leyen et la Commission s'arrogent de plus en plus de prérogatives et si vous pouvez nous parler de leurs dernières élucubrations. À quelle sauce nous, Français, serons mangés ? Alors oui, c'est incontestablement, dans les dérives de l'Union européenne, il y a deux aspects en quelque sorte. Il y a l'aspect du fonctionnement de moins en moins démocratique, et puis il y a l'aspect des orientations politiques de plus en plus mauvaises, ou en tout cas qui ne s'améliorent pas. Incontestablement, à Bruxelles, Ursula von der Leyen et l'armée les milliers de fonctionnaires de la Commission européenne ont une obsession permanente qui consiste à grignoter toujours plus, empiéter sur les compétences des États membres. Déjà, je rappelle très rapidement que dans le jeu institutionnel européen, le Parlement, le Conseil et la Commission a des pouvoirs qui sont exorbitants. Elle est à la fois l'institution la moins légitime, le Parlement est élu au suffrage universel direct par les électeurs, les gouvernements des États membres s'agissant du Conseil, la Commission, c'est une espèce de sombre mercato où on finit par désigner la présidente de la Commission, puis les commissaires européens dans des négociations entre les États. C'est l'institution la moins démocratique. C'est celle qui a le plus de pouvoir. Exclusivité de l'initiative législative. Elle intervient à tous les étages et à tous les moments du processus législatif. Ensuite, elle contrôle l'application, la transposition en droit national des règlements et des directives. Je referme la parenthèse, mais du coup, on a déjà un pouvoir considérable de la Commission. Et elle veut toujours empiéter sur les compétences des États membres. Le traité de Lisbonne, il définit ce que sont les compétences européennes, par exemple la politique commerciale, ce que sont les compétences nationales et éventuellement des compétences partagées, c'est-à-dire des compétences que les États membres exercent mais qu'ils peuvent éventuellement, sur lesquelles ils peuvent demander l'aide de la Commission européenne. Et on voit que de crise en crise financière en 2008, crise migratoire en 2015, crise de santé en 2020, à chaque fois, c'est l'occasion, la Commission se précipite pour s'arroger des pouvoirs qui ne sont pas les siens. Sans parler de l'opacité, puisque vous parliez de la crise sanitaire, sans parler de l'opacité des commandes de vaccins réalisées par Ursula von der Leyen, encore Absolument, une fois. Et elle le fait effectivement à la fois hors compétence, dans la précipitation, et parce qu'elle est hors compétence et dans la précipitation, c'est l'occasion, et en tout cas le prétexte pour s'affranchir de toutes les règles les plus élémentaires. Et du coup, le résultat, c'est qu'on crée de l'impôt européen, on crée une dette européenne, on passe outre l'avis des États membres et on passe en force. Regardez par exemple avec l'accord de libre-échange avec le Mercosur tout récemment. Elle profite de l'affaiblissement d'Emmanuel Macron en politique nationale. Malgré le refus des Polonais et de l'Italie de Giorgia Meloni, elle court à Montevideo, signe l'accord de libre-échange, qui est effectivement une compétence de la Commission, mais normalement avec l'accord des États membres, et elle le met en œuvre provisoirement en attendant une ratification ultérieure par les États membres. Voilà. On est typiquement dans le coup de force. Et c'est ce qui caractérise malheureusement cette Union européenne, c'est-à-dire ils se sont installés dans l'idée qu'il fallait aller toujours plus loin dans le fédéralisme, toujours plus loin dans l'intégration, au point aujourd'hui d'avoir dépassé le stade du fédéralisme, de vouloir une sorte d'État unitaire européen, une sorte de jacobinisme bruxellois, avec des États membres, la France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, qui auraient moins de pouvoir que dans le système américain fédéral, n'en a le Texas, le Wisconsin ou la Californie. Donc on voit bien que ce schéma d'État centralisé bruxellois, toutes les crises politiques et toutes les occasions sont bonnes pour le mettre en œuvre. Et on voit le résultat, surtout. Le résultat, c'est qu'on nous dit, en fait, à Bruxelles, on nous dit toute la journée, il faut plus d'intégration européenne. Ce sera un gage de puissance. Mais c'est le contraire. Plus on va loin dans l'intégration européenne, à tous les traités successifs depuis une soixantaine d'années, ou les compétences que la Commission s'arroge, plus on aboutit à notre impuissance collective. Et la crise ukrainienne en est l'absolue démonstration. L'Union européenne ne compte pas, les nations européennes ne comptent plus, y compris celles qui ont l'arme nucléaire comme la France. Et finalement, on s'est enferré dans une logique de sanctions contre la Russie, puis dans une logique qui a été de soutien à l'Ukraine qu'on peut comprendre, mais qui a été très va-t-en-guerre depuis 3 ans. Et le résultat, c'est que quand intervient enfin à l'initiative des États-Unis et de Donald Trump des initiatives de paix, eh bien on est totalement hors du jeu. Et donc finalement, aller toujours plus loin dans les pouvoirs de l'Union européenne et notamment de la Commission européenne, eh bien ça aboutit à nous faire sortir de l'histoire. Effectivement. Et finalement, quel pacte devons-nous
Quel pacte devons-nous craindre le plus parmi les choses à venir? Le pacte vert Pour essayer de bien expliquer les choses très rapidement, ce qu'on appelle les pactes, le pacte vert, le Green Deal, le pacte migratoire, c'est un paquet de textes législatifs. Par exemple, le pacte migratoire, c'est une dizaine de textes. Il y en a quelques-uns qui étaient plutôt pour durcir l'immigration, et encore, et puis beaucoup qui allaient plutôt dans le sens du laxisme, de l'acceptation, de l'organisation, de la sécurisation même de l'arrivée des migrants pour qu'ils restent indéfiniment en Europe. Et ces paquets législatifs, ils sont présentés par la Commission européenne comme un tout. Il faut être pour, c'est religieux. Si vous êtes contre, c'est que vous êtes contre l'Europe. Tout ça n'a aucun sens puisqu'ils sont en train de construire une anti-Europe. Ils sont en train de construire progressivement quelque chose qui nuit à nos intérêts vitaux de civilisation européenne. Donc, c'est nous qui sommes les vrais Européens. Nous, on est des conservateurs et réformistes, c'est-à-dire que nous sommes à la fois résolument européens, résolument conscients qu'il y a une civilisation commune, résolument conscients que nous avons besoin d'une action collective sur un certain nombre de grands sujets pour peser sur la scène mondiale, mais en même temps conscient qu'il faut changer tout du sol au plafond dans cette Union européenne qui se construit d'abord sans les peuples, puis maintenant contre les peuples et contre les nations. Donc le pacte vert, en quoi ça consiste? Ça consiste à infliger des normes et des contraintes à nos industriels, à nos agriculteurs, à nos entreprises. Résultat, on les empêche d'être compétitifs sur la scène mondiale. J'ajouterais d'ailleurs que la France, dans le jeu européen, surtranspose en permanence les règles, les normes européennes. Donc on s'inflige, en plus de la concurrence déloyale avec les autres pays du monde, une concurrence déloyale intra-européenne. C'est-à-dire, comme on a des normes agricoles, par exemple, qui sont plus élevées que nos voisins allemands, eh bien, non seulement on est face à la concurrence déloyale de produits qui viennent de l'autre bout du monde, mais aussi même des produits qui viennent d'outre-Rhin. Donc, cette situation est dramatique, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Europe est aujourd'hui devenue un espace à la fois le plus normé au monde et le moins protégé. Or, si on veut être compétitif sur la scène mondiale, il faut faire exactement le contraire. Il faut que notre économie soit compétitive, donc baisse des taxes, baisse des charges, baisse des impôts, baisse des contraintes d'une manière générale, parce que les contraintes, ce sont des coûts pour les entreprises. Et puis, dans le même temps, être capable de mettre des protections quand c'est nécessaire. C'est exactement ce que fait Donald Trump aujourd'hui. Il fait America First, il dit, voilà, moi, je baisse au maximum les impôts à l'intérieur, je permets aux entrepreneurs d'entreprendre, aux agriculteurs de produire, aux industriels de mettre les usines à plein régime. Et puis, quand c'est nécessaire, si j'ai une concurrence déloyale de produits, par exemple, venant du continent asiatique, eh bien, je mets des droits de douane. Et j'hésite pas à le faire. Et même si souvent, d'ailleurs, ces droits de douane sont relativement modérés. Ils sont un équilibrage, en quelque sorte. Nous, on fait tout le contraire. On signe des accords de libre-échange avec le monde entier, enfin, en l'occurrence, c'est la Commission qui le fait, et on s'inflige des normes toujours plus exigeantes, avec l'illusion qu'elles pourraient être un jour imitées ailleurs dans le monde. Tout ça au nom du climat et de la planète. Tout ça est évidemment une plaisanterie. À chaque fois qu'on s'inflige des normes, nos compétiteurs, qui sont parfois d'ailleurs nos amis ou nos alliés, les Américains sont un pays ami, allié, et en même temps, ce sont nos concurrents économiques. Donc nos compétiteurs, évidemment, en profitent immédiatement. Ils en profitent parce qu'eux ne s'infligent pas ces normes-là, et parce qu'eux maintenant, et c'est de plus en plus net, on le voit avec les États-Unis, on le voit avec l'Inde, on le voit avec le Japon, sont capables de mettre des protections douanières quand c'est nécessaire. Et très bien, très bien. Et en plus de ça, l'énergie qui pourrait être une chance pour la France, en l'occurrence une vraie chance pour la France, notre parc nucléaire qui produit une énergie, je le rappelle, propre et très économique, n'est pas mise comment dire, ne nous apporte pas l'avantage qu'il devrait, puisque nous infligeons encore une fois un tarif européen de l'électricité qui marché européen de l'énergie, exactement ridicule. Et puis on a effondré notre parc nucléaire au moment où il aurait fallu s'assurer d'une souveraineté en la matière, c'est-à-dire une autosuffisance que nous avions, que nous pourrions avoir très facilement, et qu'on essaye tant bien que mal aujourd'hui de recouvrer en matière d'énergie électrique. Alors, très très vite, passons au deuxième point de cet entretien. Le laboratoire roumain paraît inquiétant pour la démocratie, avec l'éviction de Georgescu. Heureusement, il y a la solution de remplacement de Simeon. Doit-on s'attendre à un braquage permanent de la démocratie et à l'impossibilité prochaine de voir des souverainistes arriver à la tête des États européens? Alors d'abord, je vous rappelle que dans les dernières années, les gouvernements conservateurs polonais, lorsque nos alliés du PiS étaient au pouvoir en Pologne, hongrois, ont subi les foudres de la Commission européenne qui les accusait d'atteinte à l'état de droit. C'était la procédure dite article 7 qui visait à les sanctionner, avec sanctions financières à la clé, et même avec privation du droit de vote au Conseil à la clé. Tout ça,
prétexte totalement fumeux, simplement parce que la politique qu'il menait ne convenait pas à Bruxelles. Il n'y avait pas d'atteinte à l'état de droit, il y en avait même souvent beaucoup moins que dans certains États membres, mais simplement, comme il menait une politique conservatrice, qui ne voulait pas de migrants, qui ne voulait pas de LGBT et de propagande dans les écoles, que finalement il ne cédait pas aux exigences bruxelloises, eh bien, il y a ces procédures qui ont été engagées. Aujourd'hui, on a en Roumanie, vous venez de le rappeler, une atteinte gravissime à tous les principes démocratiques, à l'état de droit, mais aux grands principes démocratiques les plus élémentaires. C'est-à-dire qu'on a une situation que je rappelle très brièvement. Le 24 novembre, premier tour de l'élection présidentielle, et un peu contre toute attente, il faut le dire, parce que ce n'était pas une personnalité qui était installée dans la vie politique roumaine. Călin Georgescu arrive en tête avec 23% des suffrages. Nous, le candidat que nous soutenions, c'était George Simion, qui est notre allié, le président de l'Alliance pour l'unité de la Roumanie, le parti AUR, qui a obtenu 14%. Et donc, ce succès de Georgescu était prétendument lié à une campagne très dynamique qu'il a faite sur les réseaux sociaux, sur TikTok en particulier, avec, nous expliquait-on, des ingérences étrangères. Et ont été identifiés des soutiens venant probablement de la Russie en faveur de ce candidat. C'est sans doute vrai, mais toutes les organisations politiques, les États tiers, les organisations même financières ou économiques peuvent évidemment exprimer une opinion politique. D'ailleurs, remarquez l'élection américaine qui a eu lieu à peu près au même moment. Toute la journée, dans la plupart des médias, je ne parle pas de Radio Courtoisie évidemment, mais dans la plupart des médias français et même européens, on entendait que Kamala Harris était une candidate formidable et que Donald Trump serait un danger pour le monde entier. Bon, toute la journée, on entendait ça. Jamais Trump a dit qu'il y avait une ingérence inacceptable dans la vie politique américaine. On considérait que ça faisait partie du débat, que ça faisait partie du jeu. Bon. Imaginons que Călin Georgescu ait été effectivement plus ou moins soutenu par des forces russes, ce qui est possible. En quoi ça remet en cause le choix des Roumains? Et comment imaginer une seule seconde que 20 millions de Roumains, ou en tout cas 14 millions d'électeurs roumains, se sont tous branchés sur TikTok et ont tous bu les paroles de Georgescu et auraient été influencés et manipulés. Voilà, ça n'a évidemment aucun sens. S'il a fait 23%, c'est sans doute et qu'il est arrivé en tête, c'est sans doute que le discours qu'il tenait aux Roumains pour la Roumanie leur a plu. À la suite de ce premier tour, entre les deux tours, il y avait 15 jours normalement, entre le 24 novembre et le 8 décembre, la Cour constitutionnelle roumaine annule purement et simplement l'élection présidentielle, annule le premier tour. Donc ça crée évidemment un scandale, une situation de chaos. Il y a quelques semaines d'ailleurs, le président sortant, dont le mandat est arrivé à échéance, Klaus Iohannis, a démissionné. Et les partis politiques, la fausse droite et la vraie gauche, qui sont unis actuellement en coalition à la tête du gouvernement roumain, ont dit nous, on accepte quand même d'organiser des élections présidentielles au mois de mai. Călin Georgescu, qui a 40% dans les sondages, présente sa candidature, et là, avec des motifs totalement fumeux, de prétendue atteinte à l'ordre constitutionnel, etc., eh bien, le gouvernement roumain, relayé par la Cour constitutionnelle, a procédé à un véritable coup d'État, coup d'État institutionnel, interdit de se en présenter. interdisant Călin Georgescu, en refusant d'enregistrer sa candidature, donc en pratique en l'interdisant. Heureusement, George Simion, qui, au-delà des différences qu'il peut avoir avec Georgescu, a considéré que c'est la démocratie roumaine qui était en danger, la liberté du peuple roumain de décider de son avenir, a donc fait le choix au départ de soutenir Georgescu et de ne pas lui-même de se présenter. Mais puisque Georgescu est interdit de se présenter, George Simion a présenté sa candidature et ils ont été obligés de l'enregistrer puisqu'il l'avait enregistré la fois précédente. Et donc aujourd'hui, Călin Georgescu soutient notre allié George Simion pour cette élection présidentielle et j'espère qu'ils auront un très beau résultat. Mais on voit bien, c'est dramatique et je finirai là-dessus, qu'aujourd'hui, les forces patriotiques conservatrices sont obligées d'utiliser des subterfuges. Ils ont même été, par précaution, ils ont même présenté 2 candidats pour sécuriser l'enregistrement d'au moins un des 2 par la Cour constitutionnelle. Donc on est dans une situation de véritable dictature, où il n'y a plus de démocratie, où les règles changent en fonction du candidat qui se présente. Alors si vous le permettez, Nicolas B, parce que le temps qui nous est imparti est écoulé, oui, non, le Frexit est-il possible? Si oui, l'appelez-vous de vos voeux, oui ou non?
Non, je pense que le Royaume-Uni a fait ce choix-là, mais le Royaume-Uni n'a jamais été totalement dans l'Union européenne. Il ne faut pas oublier qu'ils n'étaient pas dans l'euro, qu'ils n'étaient pas dans Schengen. C'est une île, c'est un territoire insulaire, c'est particulier. Donc, je pense que ce n'est pas la bonne chose. Ce qu'il faut, c'est réformer de fond en comble les orientations et le fonctionnement de l'Union européenne. Merci beaucoup Nicolas Bay d'être venu au micro du RC Mag. Je rappelle que vous êtes député français au Parlement européen, membre du groupe CRE, conservateurs et réformistes européens. Et vous êtes sur la liste Idées, Identité, Liberté de Marion Maréchal. À très bientôt au micro du RC Mag.